Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On Papote numéro 9. Tu le sais depuis le temps, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une boîte à questions de me poser vos questions du coup, que ce soit sur l'amitié, sur l'amour, sur moi, sur vous, sur la vie. Et comme les questions sont courtes, je vais essayer de faire des réponses courtes parce que Mamie Nadia a tendance à beaucoup blablater. Ainsi de cette façon nous pourrons aborder plein de sujets différents, alors c'est parti. On démarre avec Alphonse qui a une petite Gertrude qui le mène en bateau, en tout cas qui le fait tourner en bourrique. C'est hyper ambigu mais elle a annulé 3 fois nos rendez-vous. Est-ce que c'est mort? Alors mon Alphonse, je sais pas si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, mais moi j'ai tendance à penser que quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet, seul le résultat compte. Ok, elle est ambiguë avec toi, etc. En attendant, qui est-ce qui se fait poser des lapins? C'est Alphonse. Donc est-ce que c'est mort? Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est mort. Peut-être que tu peux encore te dire allez vas-y, j'essaye une dernière fois et puis si cette dernière fois elle annule encore, je laisse tomber. Mais soyons honnêtes, c'est pas bon signe quoi. Quelqu'un qui t'annule 3 fois d'affilée, c'est potentiellement quelqu'un qui ne te fait pas passer en priorité. Et en soi, c'est pas forcément grave que tu ne sois pas la priorité de cette personne, sauf si c'est ton crush et que tu espères quelque chose en retour. Si cette nana elle te fait penser que en gros il y a moyen de moyenner et puis que in fine elle te fout des lapins à chaque fois, c'est que clairement oui elle te fait miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Donc peut-être qu'il y a un autre mec là-dessous, peut-être que t'es juste un passe-temps pour elle, ou peut-être que vraiment 3 fois d'affilée elle a eu un réel problème. D'où l'intérêt pour moi dans ces cas-là de toujours se mettre une deadline. Genre j'en sais rien, à partir du moment où tu verras cette vidéo, dis-toi que tu te donnes 10 jours pour la voir. Et si pendant ces 10 jours tu lui as donc proposé et qu'elle te dit un truc du style ah je sais pas, je te redis, blablabla, ou pire qu'elle te dit oui et qu'elle te repose un lapin, c'est que c'est non. Et donc c'est qu'elle n'est pas intéressée parce que encore une fois, bien entendu qu'on peut avoir des empêchements, bien entendu qu'il peut se passer des choses dans nos vies, tu vois, donc il faut être un peu flex. Malgré tout, il faut aussi avoir un certain sens critique. Et même si cette fille te plaît, gardons en tête qu'elle t'a mis 3 lapins, que c'est potentiellement très mauvais signe. Et d'ailleurs, si c'est effectivement mauvais signe, à savoir qu'elle ne s'intéresse pas à toi, pourquoi continuer à perdre ton temps avec elle en fait? Next. Donc vraiment, petite deadline de 10 jours. Et si nos appréhensions sont justifiées, à la suivante. Question piège. Est-ce qu'il faut garder les photos de son ex ou les supprimer après une rupture? Alors ça c'est toujours un peu compliqué, ma Gertrude, parce qu'en soi, bon, en principe, une histoire qui est terminée, hop, c'est à la poubelle. Malgré tout, est-ce qu'il faut supprimer les photos? C'est une question très délicate et honnêtement, je pense que ça dépend de chacun et surtout ça dépend de ce que tu en fais. Parce que tu vois, si on en arrivait à la question de ah tiens, faut-il effacer sa mémoire après une rupture? La réponse est évidemment non. Déjà parce que bah t'as vécu ces choses-là, t'as appris des choses et puis parce que bah les souvenirs c'est la seule chose qui est éternelle. Donc on n'a pas forcément envie de supprimer de sa mémoire ce qu'on a vécu, ne serait-ce que pour les leçons qu'on a apprises. Donc est-ce qu'il faut supprimer les photos de ses ex après une rupture? Honnêtement, tant que tu les regardes pas en boucle, en pleurant, en écoutant du Céline Dion à fond, je me dis que potentiellement oui, tu peux les garder dans une petite boîte, tu vois, c'est des beaux souvenirs. T'es pas non plus obligé de tout garder, tous les souvenirs que vous avez ensemble, mais une petite photo ou deux, je sais pas, je me dis que c'est pas forcément mal. Et en même temps, je me mets à la place de ton futur mec ou de ta future meuf et je me dis bon bah si je tombe sur des photos de toi et ton ex, ça me fait un peu chier quoi. Donc vraiment, je pense que ça dépend de chacun. Pour être tout à fait transparente avec toi, il me reste plein de photos de moi avec mes ex qui sont perdues très loin dans un disque dur sur lequel je ne vais jamais, mais juste je sais pas. Je me dis que ça fait partie de ma vie et j'ai pas forcément envie de le supprimer. Mais tu vois, ça m'est très personnel. Si ça se trouve, toi tu te dis ok, on fait table rase du passé et je ne veux plus avoir aucun souvenir de cette période-là et c'est ton choix en fait. Moi j'ai un côté sentimental, je pars du principe que quand on a aimé les gens, quand on les a aimés profondément, je veux dire, il y a toujours une petite partie de ton cœur qui leur appartient encore. Et encore une fois, ça m'est très personnel, mais l'idée de jeter ces souvenirs à tout jamais, je trouve ça un petit peu dommage. Je sais pas, je suis peut-être trop sentimentale. Fais comme tu sens en fait, mais il y a pas d'obligation. Mon ex déteste sa vie et a commis l'irréparable. Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un et de tromper? Alors, ma Gertrude, malheureusement oui, il est possible d'aimer quelqu'un et de tromper cette personne. Pour moi, alors encore une fois c'est mon interprétation, hein, mais il me semble que si tu aimes quelqu'un et que tu trompes cette personne, ça veut dire que ton égoïsme est supérieur à l'amour que tu lui portes. Parce que très simplement, si tu aimes quelqu'un et que tout à coup, t'es intéressé par quelqu'un d'autre, parce que attention, faut pas croire, ça arrive de croiser des personnes que tu vas trouver séduisantes, qui en plus vont te trouver séduisant ou séduisante, et qui en plus vont te draguer, et que tu vas devoir croiser tous les jours pendant une période donnée de temps. C'est terrible, c'est aussi un peu sexy à vivre, mais ça arrive. Et en fait, dans ces moments-là, soit l'amour que tu portes à ton mec ou à ta meuf est supérieur à ton ego et à ton égoïsme, auquel cas tu te dis non, je ne vais pas perdre ça pour quelques minutes de plaisir, soit c'est l'inverse. Ton égoïsme est supérieur à l'amour que tu portes à la personne et tu te dis ah non mais vas-y, j'ai pas envie de passer à côté de ça, j'ai envie de vivre ça. Même si je l'aime pas assez finalement pour me retenir, tu vois. Ce n'est que ma vision des choses. Mais honnêtement, je la trouve plutôt cool. Donc ma Gertrude, est-ce qu'il est possible de tromper quelqu'un
quelqu'un malgré le fait qu'on l'aime? Oui. Mais comme je viens de te le démontrer à ma façon, il me semble que si tu trompes quelqu'un alors que tu es en couple, oui peut-être que tu l'aimes, mais ce qui est sûr c'est que tu es plus égoïste que tu ne l'aimes. Et après c'est à toi de voir, est-ce que tu as envie de sortir avec quelqu'un qui fait passer son égoïsme avant votre amour? À toi de voir. Attention d'ailleurs, je dis très souvent qu'il faut se faire passer soi avant. Être égoïste, ça ne veut pas dire se faire passer soi-même avant. Tout simplement parce que quand tu es en couple, tu es engagé auprès de quelqu'un. On se doit des choses parce qu'on s'est fait une promesse, sauf couple libre, bien entendu. Et encore d'ailleurs, dans le couple libre, il y a aussi des engagements qui sont différents. Mais voilà, dans un couple entre guillemets standard, on est exclusif et se faire passer soi avant, si t'as envie d'aller coucher ailleurs, dans ce cas tu quittes la personne. Se faire passer soi avant, tout simplement, ça veut pas dire manquer de respect aux autres. Voilà, que les choses soient claires. Décidément, on reste dans les histoires de tromperie. Est-ce qu'un homme marié quitte définitivement sa femme pour sa maîtresse? Alors, ma Gertrude, il faut tout pour faire un monde. Ça arrive évidemment qu'un homme marié quitte sa femme définitivement pour sa maîtresse. Ça arrive aussi très souvent, plus souvent, qu'un homme marié ne quitte évidemment pas sa femme pour sa maîtresse. Bon alors, de toute évidence, il vaut mieux éviter ce genre de situation, mais bon, j'imagine que t'es déjà dedans et que de toute façon c'est trop tard. Donc ma Gertrude, dans ce genre de situation, pour moi, je suis adepte de la deadline. De toute évidence, vu ce que tu me racontes, tu sors avec un homme marié, donc le mec il a le beurre, l'argent du beurre et le cul des deux crémières. Tranquille le mec. Outre le fait que il ne faut pas oublier que s'il le fait pour toi, te le fera à toi, c'est-à-dire qu'il trompe sa femme pour toi, donc le jour où tu seras sa femme, il te trompera pour une autre, mais bon, ça c'est à toi de voir. Si t'es vraiment sûr de vouloir vivre une histoire avec lui, si t'es vraiment sûr de vouloir l'attendre, donne-toi une deadline. Ce mec est marié, vous couchez ensemble depuis un moment, ok, j'ose espérer que ça fait pas plusieurs années, mais imaginons, ça dure depuis quelques mois et il te dit je vais la quitter, je vais la quitter, je vais la quitter, ok, pas de problème, mais encore une fois, seul le résultat compte. Donc toi, donne-toi dans ta tête, je sais pas, une deadline d'un mois ou 2 mois, mais pas plus, vraiment, et rends-toi bien compte que si dans un mois ou 2 mois, il n'a toujours pas quitté sa femme, ça veut juste dire que t'es sa maîtresse. Et malheureusement, ça arrive très souvent. Et à ce moment-là, il faudra te faire passer toi d'abord et juste oublier ce mec, parce qu'il te fait miroiter des choses qui n'arriveront pas. Maintenant, si au bout d'un mois ou deux, il a effectivement quitté sa femme, c'est la preuve que il était vraiment sincère, qu'il n'aimait plus sa femme, bon, qu'il a pas eu les balls d'être honnête avec elle dès le départ, ça arrive, et que maintenant il est prêt à s'engager avec toi. Mais voilà, sois carré dans ta tête, sois clair avec ce que tu veux et surtout avec ce que tu ne veux pas. Si tu ne veux pas être que sa maîtresse, il s'agit pas de lui mettre la pression à lui, il s'agit de toi te mettre des limites. Si dans 2 mois la situation n'a pas évolué, je me casse. Parce que tu mérites en fait qu'on se sorte les doigts du cul pour toi, tu comprends? Tiens, question très intéressante. Peut-on être une fille hétéro et aimer son ami? Comment différencier amour et amitié? Alors, ma Gertrude, l'orientation sexuelle, elle est définie comme ça. Si tu te définis comme hétérosexuel, ça veut dire que tu n'es attiré que par les personnes du sexe opposé. Si tu es bisexuel, ça veut dire que tu es attiré par les personnes des deux sexes. Et si tu es homosexuel, ça veut dire que tu n'es attiré que par les personnes du même sexe que toi. Je vais pas faire les définitions de toutes les autres orientations sexuelles parce que ce n'est pas le sujet. Mais là, ma Gertrude, tu me dis voilà, je suis hétéro, mais j'aime mon ami potentiellement ça veut peut-être dire que non, t'es pas hétéro, t'es juste bi et c'est ok, y a vraiment pas de problème avec ça. Maintenant attention, tu me dis que tu l'aimes, mais es-tu sexuellement attiré par elle? Parce que l'orientation sexuelle, ça parle de l'attirance sexuelle envers les autres. Tu peux aimer ton ami comme une sœur par exemple, auquel cas ce n'est pas une attirance sexuelle, auquel cas ça voudra dire que effectivement t'es bien hétéro. Maintenant, si tu l'aimes dans le sens où t'as tout le temps envie de lui faire des câlins, de la toucher, de l'embrasser, de coucher avec elle, ça veut potentiellement dire que t'es bisexuel ou alors que ton ami est juste l'exception à la règle. Et si l'idée de te mettre une étiquette sur le front par rapport à ton orientation sexuelle ça te gêne un petit peu, personne te force à le faire. Personne te force à te dire que ah là là, comme tu aimes ton ami ça veut dire que t'es bisexuel parce que tu aimes aussi les garçons. On s'en fout en fait. L'important c'est simplement que tu sois honnête avec toi-même et avec tes sentiments. Poser des mots dessus, il y en a à qui ça fait du bien, il y en a à qui ça fait peur. Donc te prends pas la tête avec ça si ça te fait peur. Mais si tu es attiré sexuellement par ton ami que ce soit juste une exception ou que ce soit juste la première de la longue liste qui arrivera dans ta vie, il faut que t'écoutes ton cœur. Si tu sens que t'es attiré par elle, potentiellement ça peut être réciproque, potentiellement vous pouvez vivre une histoire super, potentiellement c'est juste une passade, mais dans tous les cas, pose-toi ces questions-là, essaie d'être honnête avec toi-même sans avoir peur de l'étiquette que tu vas te mettre sur le front, parce que l'amour c'est quand même quelque chose de merveilleux à vivre, et si vous êtes amis et qu'en plus tu te rends compte que tu es amoureuse de cette fille, si jamais c'est réciproque, mais c'est merveilleux, ça veut dire que vous avez le monde à vos pieds, tu vois. Et pour répondre à ta question de comment différencier l'amour et l'amitié, alors sans compter les asexuels, parce que c'est quand même une catégorie vraiment à part, pour moi la différence entre l'amour et l'amitié, hors l'amour fraternel évidemment, c'est l'attirance sexuelle tout simplement. Quand tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, la différence avec l'ami c'est que ton amoureux, ton amoureuse, t'as envie de coucher avec, t'as envie de toucher cette personne, t'as envie d'exclusivité avec cette personne, alors que tes amis, t'as pas d'attirance physique par rapport à eux, et même si vous faites des câlins etc, y a rien de sensuel, et tu n'as en principe, sauf possessivité excessive, aucun sentiment de possessivité ou de besoin d'exclusivité par rapport à ton ami. Voilà. Maintenant pour les asexuels ça va vraiment être quelque chose de différent parce que la personne asexuelle ne ressent aucun désir sexuel du coup, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs
d'ailleurs d'avoir malgré tout des relations de temps en temps, ne serait-ce que pour avoir cette intimité. Mais voilà, simplement, ils n'ont pas de désir. Donc forcément, si tu demandes à un asexuel la différence entre l'amour et l'amitié, bah je saurais pas te le dire parce que je suis pas asexuelle, mais toi qui regardes cette vidéo, si tu sais comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de désir, et ben j'aimerais bien que tu me l'expliques dans les commentaires parce que pour le coup, ça pourrait être très intéressant pour beaucoup de personnes. On passe à l'histoire suivante. Question super intéressante. Mon crush ne mérite pas que je lui avoue mes sentiments, donc comment l'oublier? Alors, ma Gertrude, je sais pas ce qui t'a fait ton crush, mais déjà si tu pars du principe qu'il mérite pas que tu lui avoues tes sentiments, c'est que tu l'as catégorisé comme un connard dans ta tête. Et je vais pas remettre ça en question. Partons du principe que ce mec est un gros con, qui s'est mal comporté avec toi, et donc que tu as besoin de l'oublier. À partir du moment où tu te retrouves dans cette situation, c'est-à-dire un gros connard ou une grosse connasse, dont tu sais qu'il ou elle n'est pas fait pour toi et qu'il faut oublier, très simplement, il faut que tu aies en tête ton objectif. Jusqu'à maintenant, ton objectif, c'était de sortir avec cette personne, et tu t'es rendu compte que ça ne se ferait pas, ou alors que cette personne ne te correspondait pas, donc tu veux l'oublier. Pour l'oublier, il faut que tu changes ton objectif et qu'il passe de je veux sortir avec cette personne à je veux être heureux ou heureuse. Pour être heureux ou heureuse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit être seul, soit être bien accompagné. Or, cette personne n'étant pas la bonne personne pour m'accompagner, je la tèche de ma vie. En fait, c'est cet objectif qui doit être clair. Admettons, ce mec t'a humilié ou il t'a fait du mal, de te respecter. Je refuse de continuer à me faire humilier de cette façon, donc je tèche cette personne de ma vie parce que je me respecte moi d'abord. Et ça peut être ton objectif premier. À chaque fois que tu auras envie de lui écrire, tu te diras non, 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 je me respecte. L'idée, c'est vraiment de trouver un objectif suffisamment fort, plus fort que ton attirance pour lui. Et potentiellement, ton bonheur, ton équilibre, le fait d'arrêter de te faire humilier, ça peut être un objectif très très fort. Mais voilà, il faut que tu réfléchisses à ça et que ce soit clair et net dans ta tête. La réponse à pourquoi j'arrête de parler à ce mec-là, pourquoi je sors cette personne de ma vie, elle doit être claire, nette et précise. Parce que tant qu'elle ne le sera pas, tant que tu auras encore un petit peu d'espoir par rapport à cette relation, tu n'arriveras pas à l'oublier. Donc vraiment, il faut que tu tues l'espoir. Que tu te rendes compte d'ailleurs que tu ne veux pas sortir avec ce mec-là. Parce que s'il ne mérite pas que tu lui avoues tes sentiments, c'est sans doute qu'il t'a fait beaucoup de mal. Donc en fait, t'as pas envie de sortir avec cette personne-là. Potentiellement, tu te l'es un petit peu fantasmé, tu t'es dit oh là là, être avec lui, ça doit être merveilleux, etc. Rends-toi compte que c'est sans doute plus ton envie d'être en couple qui parle plutôt que ton amour pour lui. Parce que si tu sais qu'il ne mérite pas que tu lui avoues tes sentiments, c'est que tu sais au fond de toi qu'en fait, il n'est pas la personne que tu espères. Il n'est pas la personne dont tu as besoin, tu l'as un peu fantasmé et donc il faut que tu l'oublies. Parce que la personne que tu as dans la tête, ce n'est pas la personne qui existe. Et d'ailleurs, la personne dont tu as besoin, ce n'est pas lui du tout. Donc surtout, premier point, tu tues l'espoir. Il n'y aura pas de relation entre vous, un parce que c'est un connard, et deux parce que en réalité, si tu y réfléchis bien, t'as pas envie d'être en couple avec ce mec-là parce qu'il a fait ça, ça, ça et que ça ne te convient pas. Et je me suis perdue dans ma phrase, mais voilà, t'as compris. On tue l'espoir et on se met un objectif clair en tête. Tu sais pourquoi tu ne veux plus de cette personne dans ta vie. Parce qu'il n'est pas fait pour toi et parce que une fois qu'il sera sorti de ta tête, tu auras de nouveau l'espace nécessaire pour accueillir quelqu'un qui, lui, saura t'aimer tel que tu le mérites. Courage. Question courte mais assez profonde et vraiment intéressante. Mon père s'est cassé quand j'étais petit et maintenant j'ai peur de l'abandon dans mes relations. Que faire? Et ouais mon Alphonse, c'est très difficile ce genre de choses. Déjà je suis désolée que t'aies eu à vivre ça. Mais il faut que tu te rendes compte que c'est pas parce que ton père a fait cette erreur plus ou moins impardonnable que les autres personnes dans ta vie le feront. Alors évidemment tu vas vivre des déceptions amoureuses, amicales. C'est normal d'en vivre, on en vit tous et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que on rencontre tellement de personnes dans nos vies, on crée des liens avec tellement de personnes qu'il est normal que de temps en temps on crée des liens avec les mauvaises personnes parce que statistiquement on ne peut pas tomber sur les bonnes personnes à chaque fois. Maintenant ce qu'il faut que tu gardes bien en tête Alphonse, c'est que si ton père s'est cassé quand t'étais petit, c'était évidemment pas ta faute, c'était évidemment pas contre toi, c'était évidemment pas parce que tu ne mérites pas d'être aimé. Si ton père s'est cassé quand t'étais petit, il avait sans doute ses raisons, mais de toute évidence tu as un vrai traumatisme au fond de toi et je sais pas si ça a déjà été fait ou pas, potentiellement te faire une petite thérapie par rapport à ça, ça peut être une très très bonne idée parce que c'est quelque chose de très profond qui est ancré en toi et si c'est pour que ça ruine ta vie amoureuse, franchement on fait chier quoi. Donc autant tenter. Maintenant si c'est déjà fait ou juste en attendant que tu le fasses, si ça ne l'est pas, rends-toi bien compte que les personnes avec qui tu entames une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse d'ailleurs, ce n'est pas ton père. Et quelle que soit la relation dans laquelle tu te lances, quelle que soit la personne à laquelle tu vas commencer à t'attacher, et encore une fois que ce soit amicalement ou amoureusement, on prend toujours un risque quand on s'ouvre aux autres. On prend le risque de leur faire confiance, on prend le risque de leur ouvrir notre cœur, et donc de baisser nos barrières, et donc on prend le risque de les laisser nous faire du mal. C'est pour ça qu'il faut impérativement y aller petit à petit, que ce soit en amour, comme en amitié, comme dans le boulot, de partout, quand on apprend à faire confiance aux gens, on donne un petit bout, puis un petit bout, puis un petit bout, et ça passe par des tout petits tests, par tout petits tests, pour voir à chaque fois si c'est check ou si c'est red flag. Typiquement, j'en sais rien, tu commences à sortir avec une meuf ou avec un mec, vous faites un premier date, vous apprenez à vous connaître, vous vous posez des questions, et j'en sais rien, moi tu parles de par exemple comment tu réagis lors d'une engueulade. Si la personne a l'air de te raconter un truc du style ouais moi quand il y a une engueulade je me casse et puis je parle plus pendant 7 jours, tu sais que c'est pas la bonne personne pour toi. Parce que comme t'as peur de l'abandon, t'as besoin d'être absolument safe sur ce point là. Donc quelqu'un qui va avoir la fuite facile,
style, c'est de toute évidence pas quelqu'un pour toi, parce que c'est quelqu'un qui va réveiller ces démons-là en toi, et c'est quelqu'un qui va être toxique pour toi. Et tout ça, c'est des petits tests où tu vas regarder ce que la personne déjà te raconte d'elle, et ensuite tu vas observer aussi, selon la situation, comment la personne se comporte, et ça n'est que petit à petit que tu vas pouvoir vraiment faire confiance à cette personne et te sentir en sécurité affective. Mais c'est vrai que la peur de l'abandon, beaucoup de personnes en souffrent, et moi la première. C'est très difficile à vivre, c'est très difficile à apprivoiser, à appréhender, mais une fois que toi déjà tu apprends un petit peu à gérer ça, et que tu te retrouves avec la bonne personne qui sait te rassurer et qui sait te faire sentir en sécurité affective, mais alors là t'es au max du max. Mais honnêtement, vu ce que t'as vécu, hein, Alphonse, n'oublie pas, si c'est pas encore fait, une petite thérapie sur le sujet, ça peut vraiment t'être utile. J'aurais pas aimé. Mon copain a fait un rêve érotique avec sa meilleure amie. Elle aussi en a fait un. Et ils se le sont dit par message. Ah bah voilà, allons-y, c'est la fête. Ouh, et puis allez coucher ensemble si vous voulez les gars. Comme ça au moins vous aurez réalisé votre rêve et ce sera merveilleux. Oh, non mais mon dieu. Je sais pas comment t'as réagi ma Gertrude, mais alors moi je peux te dire que j'aurais pété un câble. Parce que en soi, des rêves érotiques, on en fait tous. Ils sont plus ou moins avouables, mais on fait tous des rêves érotiques. C'est normal, c'est ultra sain, tout va bien. En soi, que tu fasses un rêve érotique avec ta meilleure amie, bon bah t'as pas choisi, on choisit pas ce qui se passe dans notre tête, tu vois. Donc bon bah voilà, c'est passé. Mais de là à aller le raconter, c'est quand même pas du tout la même démarche. Alors maintenant, attention. Je ne connais pas la relation que ton mec a avec sa meilleure amie, mais si ça se trouve, ils sont ultra libérés. Et selon le type de conversation, ça ne veut pas dire la même chose. Parce que, attention, il y a une vraie différence entre dire un truc du style ouais, j'ai fait un rêve érotique avec toi, putain, c'était fou, ça me fait grave réfléchir depuis. Et non mais j'ai trop honte mec, j'ai fait un rêve érotique avec toi, non mais mon dieu, mais j'ai trop honte, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma tête, mais je suis complètement tarée. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc si la conversation de ton mec et sa meilleure amie ressemble plutôt à la première option, j'ai envie de te dire, il serait temps de mettre des limites là, et il serait temps de faire valoir ton intérêt, parce que ça ne convient à personne, hein, j'imagine. Maintenant si c'est la deuxième option, bon écoute, ils sont proches, ils ont une certaine complicité, ils se le sont dit, il y a aucune ambiguïté dans la conversation, ça ne me choque pas. C'est chiant, évidemment, t'as pas envie qu'ils discutent de ça, tu vois, mais voilà, ce n'est pas un manque de respect pour toi. C'est toujours pareil en fait, c'est une question d'équilibre. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Mais il y a des façons de le faire. Si tu sens que dans cette conversation-là, il y avait une ambiguïté, ce n'est pas acceptable. S'il y avait zéro ambiguïté, évidemment, c'est acceptable. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que ça te fasse malgré tout un peu chier. Auquel cas, tu peux en parler avec ton mec en lui disant écoute, je sais que tu cherchais pas à me manquer de respect en discutant de ça avec ta meilleure amie et tout, mais honnêtement, moi ça me dérange. Je te demande en aucun cas de couper ta relation avec ta meilleure amie ou d'arrêter de la voir, mais s'il te plaît, si tu pouvais juste éviter de parler de rêves dans lesquels tu la kennes, ça m'arrangerait vraiment. Parce que dans un couple, il faut communiquer aussi. Donc voilà, ma Gertrude, j'espère que ça t'aide un petit peu, mais dans tous les cas, quel que soit le taux d'ambiguïté de la conversation, si ça te dérange, il faut que tu sois capable d'en parler à ton mec. Et si la réaction de ton mec, c'est un truc du style ah non mais c'est bon, je fais ce que je veux, c'est ma meilleure amie, on est quand même sur un déni total de ta sensibilité, et ça, c'est un red flag. J'ai vraiment réussi à devenir amie avec un de mes anciens crushs. Trouves-tu ça si impossible? Alors, ma Gertrude, je ne trouve pas ça impossible parce que moi-même je suis amie avec certains de mes ex. Mais amie, genre il y a plus d'ambiguïté. Donc si, je trouve ça possible, mais en fait, il y a une vraie différence entre être amie avec un ex ou un ex-crush d'il y a 3 mois et être amie avec un ex ou un ex-crush d'il y a 10 ans. En fait, si c'était il y a 10 ans, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. Potentiellement, j'ose espérer, au bout de 10 ans, chacun a refait sa vie, peut-être même qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants. Donc évidemment que c'est envisageable. C'était il y a 10 ans, mais si c'était il y a 3 mois, non, je suis désolée, je n'y crois pas. Et n'importe qui pourra me dire en commentaire ah ben si, moi je suis trop pote avec mon ex d'il y a 3 mois ou avec mon ex-crush d'il y a 3 mois, je suis désolée, je n'y crois pas. 3 mois, c'est pas du tout assez pour oublier une personne et pour enterrer une attirance physique. Donc non, je n'y crois pas au bout de 3 mois, et pas vraiment au bout de 2 ans non plus, d'ailleurs. Je te dis, pour moi, si c'est pas passé au moins 4, 5, 6 ans, je n'y crois pas. Mais ce n'est que mon avis. Il y aura sans doute des contre-exemples, mais voilà. Ouh, question touchy. J'ai l'impression qu'il me trompe. Que faire? Alors, ma Gertrude, si t'as l'impression que ton mec te trompe, t'as 2 options en réalité. Première option, tu lui en parles, mais alors attention, si tu veux avoir une réponse honnête, il faut pas que t'y ailles avec de l'agressivité, parce que quand on pose une question, c'est quand même pour avoir la réponse. Et aller voir son mec en disant est-ce que tu me trompes, espèce de sale connard, potentiellement il va te dire mais non, mais n'importe quoi, jamais. Alors que si tu arrives vers lui en lui disant écoute, je suis désolée de te demander ça, mais ça fait quelques jours que je te trouve bizarre, t'as fait ça, ça, ça et ça, et vraiment je te demande de me dire la vérité, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, est-ce que tu m'as trompé? Potentiellement t'as plus de chances d'avoir la vérité, surtout si c'est celle que tu n'as pas envie d'entendre. Pour moi, c'est la meilleure option, d'affronter la situation comme une adulte, sans agressivité, en laissant la porte ouverte à l'autre. Parce que si ton mec te trompe, ça veut dire que bah évidemment il se passe quelque chose dans sa vie, peut-être qu'il est plus amoureux de toi, peut-être que c'est une passade, dans tous les cas rappelons-le, hein, égoïsme, votre couple, mais malheureusement ça peut arriver, et clairement toi t'as besoin de le savoir, donc autant faire en sorte qu'il te dise la vérité au moment où tu lui en parles. Donc vraiment, aborde les choses avec maturité, calme, prépare-toi à recevoir la réponse que tu n'as pas envie d'entendre, et ayez cette conversation
conversation-là. Maintenant, si malgré cette conversation, tu n'y crois toujours pas, si tu restes convaincu qu'il te trompe, si tu restes sur ta faim quoi, en gros, si tu lui fais toujours pas confiance, bah il reste la bonne vieille solution d'aller fouiller dans son téléphone, évidemment. Tu peux faire la fouine, aller voir sur son Messenger, tu peux aller voir dans ses messages. Pour moi, c'est pas vraiment indiqué, c'est jamais vraiment une bonne idée parce que tu trouves toujours des choses qui font mal dans le téléphone de l'autre, parce qu'on est tellement sur une note négative que n'importe quoi est sujet à être mal interprété. Maintenant, si tu en as besoin pour en avoir le cœur net, et bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais-le. En revanche, si tu fouilles son téléphone et que tu n'as rien trouvé, fais profil bas, hein, parce que ça veut potentiellement dire que tu t'es juste fait des films toute seule et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Maintenant, si tu trouves quelque chose, tu recrées la conversation en lui disant bon écoute, maintenant tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, on a eu cette conversation il y a 2 jours, je t'ai demandé si tu me trompais, tu m'as dit non, je ne t'ai pas cru, j'ai fouillé dans ton téléphone, j'ai trouvé ça, ça, ça et ça, pourquoi tu m'as pas dit la vérité? J'ai le droit à des explications donc je les veux maintenant. Et puis suite à ça, évidemment, tu te casses, hein, parce que ouvrir la porte à quelqu'un en lui disant voilà, j'arrive sans agressivité, pleine de tolérance, je te demande gentiment et posément si tu me trompes, tu me dis non, et en fait tu te fous de ma gueule encore une fois, c'est non, à ce moment-là il faut se barrer. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question ma Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 9. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo et puis ça récompense mon travail, l'air de rien. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification. Si jamais, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout, il faut bien que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment précis qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de cœur, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, que ça reste privé juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à dire, à demander ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères et surtout selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es trop timide, tu peux prendre à l'écrit, pas de soucis, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment je te le dis, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.